Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Vous êtes nombreux à être venus à ce rendez-vous des communes nouvelles. Donc c'est un rendez-vous que l'on tient maintenant tous les ans. Cette année, c'est un peu particulier puisque vous êtes en format forum, mais néanmoins, l'objectif de ce rendez-vous est de vous permettre de pouvoir échanger sur les projets qui sont les vôtres aujourd'hui, sur les difficultés éventuelles que vous rencontrez ou les réussites, bien sûr. On est là aussi pour parler des réussites. Vous dire que Philippe Chalopin, donc, qui est coprésident du groupe de travail Communes Nouvelles et président du comité de réflexion Communes Nouvelles, donc fera une intervention. On va attendre aussi Jean-Marc Vasse, qui est aussi le maire référent sur les communes nouvelles de l'Association des maires de France. Ça se veut très simple, très libre. Il faut surtout ne pas hésiter. Nous sommes Julie Roussel et moi-même à votre disposition pour répondre, ainsi que Philippe Chalopin et Jean-Marc Vasse, répondre à toutes vos questions sur les projets que vous menez et sur les questions que vous avez encore ou les témoignages que vous voudriez apporter pour enrichir la connaissance de chacun. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à Philippe Chalopin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je commence en solo, mais Jean-Marc va me rejoindre dans quelques instants. Il avait un petit problème administratif à régler. Donc, je suis très heureux de vous retrouver presque comme tous les ans, avec des visages qui sont connus, même si on est un petit peu dans la... Vous êtes un petit peu dans la pénombre, donc ça ne facilite pas les choses, mais bon... Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? Notre groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises. Nous avons fait remonter les demandes, les interrogations des uns et des autres. Et à la demande donc, du président Lisnard, l'AMF a créé donc, un comité de réflexion que j'ai le plaisir de présider et d'animer avec le professeur de droit, M. Verpeau, qui se réunit à peu près tous les trimestres et qui nous permet de faire intervenir. On est sorti un petit peu du cercle, si vous voulez, des communes et des maires pour faire intervenir des scientifiques, pour faire intervenir des juristes, pour faire intervenir des professeurs, de faire intervenir aussi des personnes du CIVIPOF, de Sciences Po, etc., de manière à créer, je dirais, un peu plus de sens et prendre un petit peu plus de recul. Nous, en tant que maire, on est un petit peu le nez dans le guidon, hein, comme on dit vulgairement. Donc on n'a pas toujours le recul nécessaire. Et dernièrement, nous avons eu une intervention d'un chercheur du CEFIPOF, M. Cotresse, qui était extrêmement intéressante parce qu'on a mis comme sujet sur la table la commune nouvelle et la proximité. C'est un sujet qui nous est cher à tous. Et en fait, il disait que la commune nouvelle, bien évidemment qu'elle doit forger son identité, mais qu'il faudra effectivement du temps pour qu'elle ait une identité propre, mais que ça ne l'interdisait pas de faire, de créer des lieux de rassemblement pour maintenir la proximité entre les habitants et les élus. Et il a évoqué un terme qui a retenu notre attention, c'était la notion de lieu de mémoire, en disant qu'en fait, comme toute commune, la commune nouvelle doit effectivement à un moment donné avoir des lieux où les habitants se retrouvent, où font vivre la démocratie locale. Et il terminait en disant qu'en fait, nous serons jugés non pas sur des projets, mais sur nos réalisations. Et que la commune nouvelle pouvait permettre de répondre à bien des enjeux. Alors depuis l'année dernière, nous attendons la création d'environ 35 communes nouvelles. Le phénomène est reparti. Il y a quelques années, ça s'était arrêté, vous savez tous pourquoi. Donc là, on aurait 35 créations, peut-être même plus, puisque tout le monde ne fait pas la démarche vis-à-vis de l'AMF. En tout cas, je suis entouré de Madame Roussel et puis de Madame Georges qui sont à votre disposition. Dès que vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à les contacter parce que ce sont aussi des mémoires de notre commune nouvelle et elles ont beaucoup de réponses. Et surtout, on suit de très près l'actualité législative. Donc moi, je ne veux pas être plus long. L'idée, c'est surtout de répondre à vos interrogations, à vos questionnements, faire remonter aussi ce qui va bien, faire remonter les éventuelles difficultés. Moi, je suis persuadé que
La situation actuelle va certainement amener beaucoup de communes à réfléchir sur des regroupements. La grosse masse de regroupements, en fait, est arrivée en 2015-2016, avec les difficultés qu'on a tous en mémoire. Et la commune nouvelle a été une solution pour venir résoudre les difficultés. Donc là, aujourd'hui, avec des difficultés qui s'annoncent, alors on ne sait pas encore comment les choses vont se mettre en œuvre et ce qu'on va nous demander très précisément, mais ça doit inciter effectivement à envisager des regroupements, parce que c'est la solution, et la plupart des personnes qui étaient là avaient initié le dégroupement de communes, et vous avez trouvé des solutions dans ces regroupements que seuls nous n'aurions pas effectivement trouvé. Donc voilà aujourd'hui l'enjeu. Bien évidemment, le phénomène de création s'arrêtera à la fin de l'année, puisque si les élections municipales ont lieu, et il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas lieu en 2026, eh bien en 2025, nous ne pourrons pas créer de communes nouvelles. C'est un petit peu regrettable, parce que, alors je sais bien qu'il y a tout un phénomène institutionnel, réglementaire, etc. Mais ça coupe l'élan des communes à chaque fois, parce que la fin d'un mandat, c'est le moment où on se rend compte qu'il y a des difficultés et qu'on n'arrive pas à les résoudre seul. Et donc on est un peu plus enclin à envisager des regroupements. Voilà, en tout cas, merci de votre présence nombreuse, parce que la salle va finir par être trop petite, Madame Georges, mais vous n'y pouvez rien, ça nous a été attribué, on remercie l'AMF. En tout cas, vous voyez, il y a deux pôles aujourd'hui de réflexion. Il y a notre groupe de travail, dans lequel certains ici sont membres, donc je vous en remercie. Vous participez, vous alimentez la réflexion. Et puis on a ce comité de réflexion qui nous permet effectivement de faire intervenir des personnes qui peuvent porter aussi la voix des communes. C'est aussi ça, le sujet, c'est un cercle de réflexion, mais c'est aussi de mieux faire connaître la commune nouvelle. Je rappelle qu'aujourd'hui, bien, si les 35 ou la petite trentaine qui est prévue, eh bien, nous allons avoisiner les 850 communes nouvelles. C'est beaucoup plus de 2 500 000 habitants. On va avoir une très grosse commune nouvelle qui va arriver, avec 150 000 habitants. Donc Saint-Denis qui se regroupe avec Pierrefitte. Et puis on a une toute petite commune nouvelle de 52 habitants qui... 22. 52, ça sera plus tard, mais 22 qui a décidé de se regrouper aussi. Donc vous voyez, la commune nouvelle, c'est la diversité. Voilà, bon, j'ai été suffisamment bavard. La parole est bien évidemment à celui ou à celle qui veut la prendre. N'hésitez pas, toutes les questions sont autorisées. Si nous n'avons pas la réponse, eh bien, on prendra vos coordonnées et on apportera une réponse par mail. Oui, alors le Maine-et-Loire en premier. Oui, merci. Donc Pierre Queneau, maire d'Ambré d'Anjou, commune nouvelle constituée de 10 communes déléguées. Il y avait un travail qui avait été engagé sur la gouvernance de nos communes nouvelles. Et nous, on est très attentifs à ce travail. Philippe, tu as parlé tout à l'heure de proximité auprès des habitants. Et on souhaite avoir des élus dans chaque commune déléguée. Mais pour ça, il faudrait qu'on puisse augmenter le nombre d'élus au sein de nos communes nouvelles qui est prévu par le droit commun. Et je me souviens qu'il y a un peu plus d'un an, quand on était à Baugé pour justement un atelier sur les communes nouvelles, il avait été évoqué l'idée d'appliquer le droit commun plus un représentant par commune déléguée. Donc je voulais savoir où on en était. Alors, pardon, c'est un peu fort. Oui. Bon, je vais peut-être prendre votre... C'est bon ? Oui, alors on en est que ça n'a pas forcément beaucoup avancé. On a vécu une période un peu faite de turbulences, en réalité, et le projet de loi qui avait été envisagé n'a pas pu être déposé. Alors, rien n'est encore joué. Nous avons, j'ai cru comprendre, des députés, des sénateurs du Maine-et-Loire qui œuvrent pour aménager légèrement le dispositif. Enfin, l'aménager ou le prolonger, en fait. C'est plutôt ça l'idée. Alors, l'AMF avait fait un sondage auprès de toutes les communes nouvelles. Et en fait, le sondage était le suivant. La plupart des communes nouvelles composées de moins de 7 ou 8 communes
souhaitait revenir au droit commun. Et la demande de conserver un élu de plus par commune déléguée était plutôt un phénomène qui était revendiqué par les communes de plus de 8 communes déléguées. Bon, aujourd'hui, nous ne sommes pas allés plus loin pour les raisons que tout le monde connaît et imagine. Il n'est pas impossible qu'il y ait peut-être, je sais que certains députés et sénateurs travaillent actuellement, mais c'est un peu compliqué parce que c'est un peu l'embouteillage au Parlement. Il y a beaucoup de projets et de propositions de loi, il y a un budget à voter, donc ça paralyse un petit peu les choses. Mais l'année n'est pas finie. On a connu des périodes où effectivement les textes étaient adoptés au dernier moment. Alors, la particularité, c'est que vraisemblablement, aujourd'hui, on ne va pas être dans, un dispositif extrêmement, je dirais, spécifique. En fait, ça sera le droit commun ou le droit commun plus. On ne va pas avoir une petite variante si la proposition de loi, je ne sais pas ce que vous en pensez, de savoir s'il faut renforcer effectivement un peu plus la présence des communes déléguées pour maintenir la proximité. Ah ben voilà, Jean-Marc arrive. Voilà. Oui, je suis Jean-Jacques Dumas, maire en Corrèze, et nous faisons partie de la trentaine de communes nouvelles qui vont voir le jour au 1er janvier. Alors, ces 3 communes qui vont de 250 à 700 habitants, et ça fera une commune de 1350 habitants. Moi, je pense que sur ce problème de majorer le nombre de conseillers municipaux d'un par commune nouvelle, par commune déléguée, pardon, ce serait une excellente solution. Alors, je suis surpris du sondage que ce soit uniquement les grosses, parce que dans les petites aussi, il n'y a pas un grand nombre de conseillers. Et pour avoir une représentation des conseillers sur l'ensemble des communes déléguées, je crois qu'un conseiller par commune déléguée supplémentaire, c'est pas du tout idiot. Et ce serait une bonne chose. Alors, premièrement, félicitations pour la création de la commune nouvelle, parce que vous êtes venu à plusieurs conférences, plusieurs assises pour nous marquer votre volonté de vous regrouper, et vous y êtes arrivé. Donc, c'est la première commune nouvelle de Corrèze, ou il y en a d'autres? Non, ce n'est pas la première commune nouvelle de Corrèze, mais c'est la première à 3 communes. Oui. C'était des binômes jusqu'à présent. Il y en a 6 en Corrèze, à 2 communes, et souvent une très grosse commune qui absorbe une toute petite. Tandis que là, nous sommes 3 communes un peu dans la même tranche de population. Alors, je poserai tout à l'heure une question sur les problèmes, parce que nous sommes à cheval sur 2 intercos, et c'est ça qui nous pose quelques problèmes. Bon, alors pour répondre au sondage, en fait, on constate une chose, c'est que dans certains territoires, le regroupement de communes nouvelles a aussi pour objectif de pallier une réduction du nombre de vocations aux élections. Certains ont eu beaucoup de difficultés à constituer des listes aux dernières élections, et dans certains cas, ce fait de se regrouper permet de réduire un peu le nombre d'élus et de garder un conseil municipal. Ça explique un petit peu le sens du sondage. C'était pas trop une volonté de dire non, c'est pas la peine, c'était plutôt de dire déjà c'était compliqué de faire un conseil à 9, à 11, à 13, en faire un à 26, ça va être compliqué. Donc c'était plutôt ça, ce sens de l'observation. Maintenant, encore une fois, rien n'est prévu. Le projet de loi n'est encore pas sur le bureau ni du Sénat ni de l'Assemblée. Je sais, pour l'avoir vu, qu'il y a 2 projets qui circulent, qui sont rigoureusement identiques, mais il faut qu'ils passent. Alors après, dans la démarche, d'après ce que j'ai cru comprendre, on ne serait pas dans la distinction petite, moyenne, grande commune nouvelle. Ça serait de manière systématique une dérogation pour un mandat, en attendant qu'on arrive, parce que c'est un de nos sujets, c'est le statut de la commune nouvelle, qui demeure un sujet. Il faut qu'on ait beaucoup d'interlocuteurs, mais vous savez que nous avons quelques représentants de nos communes nouvelles, notamment on a Françoise Gattel maintenant qui siège au gouvernement, qui peut porter un certain nombre
de réflexion et de projets, de propositions, on a un allié de poids. Voilà. Jean-Marc? Bonjour à tous, excusez le retard. Pour rebondir sur cette disposition qui consiste à dire qu'il faudrait un conseiller municipal de plus par rapport au droit commun au regard du nombre de communes déléguées, il y a aussi le phénomène des communes où effectivement on se retrouve à 5, à 6, à 8, et où il y a une disproportion entre une commune centre et des villages alentours. Et en fait, faute de combattants en quelque sorte, la proportionnalité au regard de la population pose problème. C'est-à-dire que si on veut à minima 2 élus par commune déléguée, eh bien il ne reste plus beaucoup pour la commune centre qui a été à l'initiative parfois de ce redécoupage territorial. Donc c'est pour ça que on pense que c'est à minima ce qu'il faut. Et la deuxième chose, c'est que bien évidemment il y a la question de la crise des vocations. Enfin, si on était 11 et 11, ça fait 22. Si on se retrouve à 16, c'est quand même moins que 22. 15 plus 1, si on prend l'effet de seuil des populations. Donc de toute façon, ça diminue le nombre d'élus, ça c'est vrai, et ça peut finalement résoudre cette question du manque de vocation. Mais en même temps, quand on fait une commune nouvelle, il faut avoir la vocation. Hein, c'est plus qu'une vocation, c'est un sacerdoce à un moment. Donc c'est-à-dire qu'on emporte des élus qui sont moteurs dans cette affaire-là. Et souvent d'ailleurs, quand on passe le conseil municipal, les élections, le nouveau conseil municipal, il y a ceux qui disent « moi je veux bien rester dans un conseil de village parce que je suis intéressé voilà, à donner un coup de main, mais je ne veux pas me casser la tête dans la commune nouvelle parce que c'est un autre projet ». Donc il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait et c'est bien de disposer de conseils de village avec, j'en termine là-dessus, les 2 conseillers à minima, le maire délégué et puis un de ses collègues qui représente la commune déléguée. Adrien Denis, Noyant Village dans le Maine-et-Loire. Je ne comprends pas pourquoi certains collègues maires de communes nouvelles, avec peu de communes déléguées, ne demandent pas à ce qu'il y ait un conseiller de plus par commune déléguée, parce que je vois pas, s'ils ont 5 communes regroupées, ça leur fait 5 personnes de plus à trouver pour constituer une liste, ça me semble pas être impossible. Moi j'ai 14 communes déléguées, nous sommes 5500 habitants. Lors de la création de la commune nouvelle, fin décembre 2016, nous étions 160 environ conseillers municipaux. On est descendu aux élections de 2020 à 55, et vu notre tranche de population, nous serions à 29 en 2026. S'il n'y avait pas une disposition spéciale. Et 29, ça veut dire que avec 2 listes par exemple aux élections, celle qui l'emporte a peut-être 22 et la liste perdante 7, ça veut dire que dans les 22, en respectant évidemment la parité, il faut déjà que vous ayez trouvé vos 14 maires délégués, plus le maire de la commune nouvelle. Ce qui fait que moi j'ai des élus que j'ai été chercher en 2020 qui ne souhaitaient pas être maire délégué, mais qui voulaient bien en revanche être adjoints au maire de la commune nouvelle pour s'occuper d'un sujet en particulier. Et j'ai pas réussi à faire non plus la parité puisqu'elle n'est pas obligatoire parmi les maires délégués, mais ça compliquerait vraiment beaucoup les choses pour l'élaboration de la liste. Donc je pense que ce serait vraiment souhaitable de faire ce lobbying si possible, de manière à... Alors nous, on est 55 aujourd'hui, bon, malheureusement il y a eu quelques démissions, on est à 48, mais si on fait 29, ce qui est notre strate de population, plus 1 par commune déléguée par exemple, ça ferait 43, ce serait très bien. Si on est à 41, on est à 41, mais voilà, je pense que... Et ça n'enlève en rien aux communes qui sont regroupées à 3, voilà, vis-à-vis de leur strate de population, d'avoir 3 conseillers de plus, je ne pense pas que ce soit insurmontable. En tout cas, c'est la position qu'on essaie de défendre. C'est-à-dire qu'on voit bien les difficultés. Elles sont plus importantes lorsqu'une commune nouvelle est constituée de 14 communes déléguées que quand elle est constituée de 3 ou de 4. Or, quand on regarde la répartition, il y en a beaucoup à 2, à 3, à 4. Donc du coup, il faut bien penser à la question des grandes communes nouvelles constituées de bon nombre de communes déléguées. Et avec cette question de la parité qu'il faut ajouter, hein, c'est pas neutre. Hein. Sur le nombre d'adjoints, c'est difficile aussi quand il faut reprendre les 30%. Donc on a intérêt à augmenter les conseils si on veut assurer une bonne matrice de l'exécutif. Oui, peut-être juste un dernier témoignage. Donc, Dikran Zakiosian, maire de Morel-Loing-Orvan, en Seine-et-Marne.
Moi, je voulais précisément rebondir sur ce que Jean-Marc a dit tout à l'heure, sur l'importance aussi de la représentation entre petites et grandes communes. Nous, on a une commune nouvelle qui s'est faite en 3 fois avec des communes urbaines et 2 villages. J'ai un village de 250 habitants. Quand il est représenté plus que par une personne à l'échelle du territoire, on a l'impression d'avoir oublié effectivement le village. Et je pense que c'est fondamental d'avoir un peu plus de monde pour pouvoir mieux représenter et organiser cette proximité, parce que sinon nos villages ont vraiment l'impression de ne plus faire partie de l'équation. Après, comme vous le disiez, moi je vois aucun inconvénient à ce qu'on augmente le nombre d'élus, voire évidemment je prêcherai à fond pour ça. Pour les premières élections, on a eu du mal parfois à faire comprendre aux gens ce qu'était la commune nouvelle et trouver des élus candidats parce que l'échelle est rebrassée et les gens ne se connaissent pas. Mais je pense que maintenant que les gens se connaissent et commencent à comprendre ce que sont nos communes nouvelles, ces problèmes seront peut-être un peu, beaucoup moins structurants que ce qu'on a pu connaître au moment des élections de 2020. Donc s'il vous plaît, faites tout votre possible pour qu'on ait un élu de plus par village ou par commune. Merci. Bon, on a entendu le message, on va œuvrer, pas de difficulté comme d'habitude. D'autres questions ? Non, juste un dernier point. Donc, Jacques Arnoux, maire de la commune nouvelle de Valseny. Nous, on a regroupé donc 5 anciennes communes. Je pense que ça dépend aussi du nombre d'habitants. C'est-à-dire que nous, on a bien 5 communes, mais on n'est que 2000 habitants. Donc, on tomberait à 19. Mais si là, on a 23 aujourd'hui, on va tomber à 19. Mais 19, si je divise par 5, ça me fait encore 3 par commune nouvelle. Aujourd'hui, on arrive facilement, nous, à trouver 3 habitants. Alors, évidemment, je comprends que quand c'est des grosses communes qui ont beaucoup d'habitants, il y a besoin. Donc, il faudrait quelque chose à la carte, quoi. Parce que je ne suis pas certain que s'il faut retrouver encore plus, on y arrive. Nous, on a eu énormément de difficultés parce qu'en plus, c'est des territoires de montagne où en fait, on n'était pas du tout habitué à la parité. Et on a eu énormément de mal à constituer la liste et à trouver des dames qui voulaient bien venir avec nous parce qu'encore une fois, c'était pas traditionnel, quoi. Jusqu'à maintenant, les territoires de montagne étaient beaucoup pilotés par les hommes. Oui, et puis il y avait très peu de communes nouvelles dans la zone de montagne. Donc, je crois qu'on a été en montagne la première. Oui, donc... nous, on a été depuis 2017, il me semble qu'on est la première. Après, il y a la Plagne qui est venue en même temps que oui. Alors, moi, je voulais rebondir sur un outil qui n'est peut-être pas suffisamment mis en œuvre, parce qu'on ne sait pas effectivement si on va revenir au droit commun ou pas, au moment où on vous parle. Mais il ne faut pas hésiter pour garder la proximité qui est quand même essentielle. À créer, alors il y a des appellations différentes, hein, le conseil de village, le conseil consultatif, voilà, on a différentes formules qui peuvent exister. Ça permet d'associer, vous savez, je pense que la commune nouvelle est sans doute l'outil qui développe le plus la démocratie participative. Parce que le plus souvent, nous avons un territoire assez étendu. C'est l'amalgame de plusieurs, plutôt l'association de plusieurs territoires, et on a besoin d'avoir une proximité dans chaque commune déléguée. Et donc, parfois, il n'y a pas suffisamment d'élus pour servir toutes les communes déléguées. Et le fait de mettre en place des conseils consultatifs, moi, auxquels je crois, ou des conseils de village, ça permet de continuer à associer des personnes qui veulent continuer à travailler dans l'intérêt général, au service de l'intérêt général, et d'apporter leur expérience, leur réflexion. Et puis c'est aussi un moment où on commence à nous parler de la crise de vocation. Moi, je suis persuadé que c'est un vivier, dans certains cas, pour des nouveaux élus. Vous aviez une question ? Oui, j'ai une question technique d'abord. Quillan, commune nouvelle du fin fond de la vallée de l'Aude, au pied des Pyrénées, commune 3000 habitants fusionnée avec un village de 200 habitants. Nous avons la particularité d'avoir une régie électrique de production, de distribution d'électricité. Et il s'avère que nous ne pouvons pas fournir le village avec lequel nous avons fusionné suite à une circulaire de 2007 qui donne le monopole à EDF. Mais ce monopole, il n'existe plus. Un habitant du petit village fusionné peut se servir à Total, mais il ne peut pas se servir à la régie électrique de Quillan. Voilà. Alors j'ai essayé de faire poser des questions par des députés, par des sénateurs. On me répond toujours la circulaire. Voilà. Alors il faudrait quand même essayer d'avancer, parce que ce n'est pas quand même le monopole pour 200 habitants qui... voilà. Ensuite, si vous le permettez, s'il y a des communes qui ne sont pas encore fusionnées, je peux apporter le témoignage d'une fusion difficile, mais pour vous encourager, pas pour vous décourager.
Mais, Bon. chers collègues, c'est un vrai sujet de ruralité. Je pense qu'il faut qu'on saisisse Madame Gatel, Françoise, en la matière, en disant, c'est inadmissible. La commune aujourd'hui, c'est l'ensemble. J'ai oublié de préciser, si vous voulez un compteur Enedis, vous attendrez 2 ou 3 mois. Hein. Si vous voulez un compteur avec notre régie, 2 heures après, vous l'avez. Hein. Non, mais on est preneur du sujet pour qu'on le porte aussi par l'AMF, parce que c'est un sujet intéressant. Alors, Parce que il est symptomatique d'un certain nombre de blocages que la création des communes nouvelles génère en disant « Ah bah ouais, mais ça on ne l'avait pas prévu ». Donc il faut qu'on fasse passer ces messages-là. Sylvie Souriceau, le Maine-et-Loire, désolé, hein, mais Ouais, on est venu en force, on a fait un bus. Oui, Sylvie donc Souriceau, maire de la commune de Brissac-Lorobance, à l'origine du village. Moi, 2 points. Je veux rebondir sur le problème effectivement des listes. Moi, j'ai une certaine inquiétude. Effectivement, Brissac-Lorobance, 11 000 habitants, demain 33 élus. On devient une commune. Mais je me pose la question quand même de la représentativité. Et je pense qu'il faut trouver des solutions. Alors, je ne sais pas laquelle, parce qu'effectivement, il n'y a pas une commune nouvelle qui fonctionne de la même manière. On est tous, on a tous nos particularités, comme le sont toutes les communes de France. Mais moi, par exemple, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui se pose en futur maire pour éclater la commune nouvelle. Et effectivement, si demain on n'est pas en capacité d'assurer au moins une représentativité par village, je risque qu'on donne de l'eau à son moulin en disant mais vous voyez bien, nos villages disparaissent. Alors qu'on se bat au quotidien pour dire que les villages existent toujours, du fait de leurs particularités, une église, une école, etc. Donc c'est quelque chose d'important. Puis après, je rebondis, Philippe, sur la question des conseils consultatifs, conseils délégués. On vient de se faire fléché par la Cour régionale des comptes. Je pense qu'on est la première commune nouvelle à être auditée et on pointe la problématique du fonctionnement du conseil délégué. Et il y a, depuis le mois de juin, on est en attente d'une réponse. On a été mis à mal. Un bel article sur les journaux, bien entendu, hein, ça fait des choux gras, sur la problématique des conseils délégués et effectivement des indemnités qui peuvent être fléchées à l'intérieur des conseils délégués, puisqu'un conseil délégué devrait fonctionner, suivant la Cour régionale des comptes, comme un conseil municipal, c'est-à-dire donner un avis, avec une convocation, un ordre du jour, un compte-rendu, donner un avis sur toutes les décisions qui concernent le village et notamment tous les documents importants, je pense notamment au plan local d'urbanisme, sous peine d'être fragilisé. Donc aujourd'hui, on est en attente d'informations, on est sur une problématique d'indemnité, alors qu'on a largement l'enveloppe pour la réaliser, mais effectivement, sur l'aspect, le maire délégué peut-il, quand il choisit l'indemnité de maire délégué, ouvrir quand même l'enveloppe des adjoints de la commune nouvelle. Voilà, ça c'est une vraie question donc, sur laquelle nous, on est en attente et qui risque d'avoir un petit... qui risque d'égrener au fil des communes nouvelles. Alors je crois qu'on est plusieurs en Maine-et-Loire à faire l'objet d'une attention particulière de la Chambre régionale des comptes. En fait, ils sont en train d'expertiser le phénomène, c'est ce qu'on m'a dit, des communes nouvelles. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, ils découvrent. Donc on leur donne des réponses. Et effectivement, moi j'ai découvert avec étonnement qu'ils considéraient qu'un conseil de village ou un conseil consultatif, c'était comme un ancien conseil municipal. Il fallait un animateur, bon c'est le maire délégué, ça c'est facile à trouver, mais qu'ensuite il fallait un ordre du jour, etc. Bon, alors c'est pas très compliqué à faire, je pense qu'on peut leur dire qu'on le fait. Alors après, il y a le problème des indemnités où il faut être très attentif. On fait très attention avec l'enveloppe et l'AMF est intervenue. On est intervenu auprès de la direction des finances et en fait, il y a une incompréhension entre la DDFiP et les instances nationales où on n'a pas du tout la même vision en fait du calcul de l'indemnité par enveloppe. Ça, c'est un vrai sujet. Et la DGCL, d'ailleurs, partage l'avis de l'AMF. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Donc, lorsque, après les élections, vous évoquerez le problème des indemnités, il est recommandé d'interroger officiellement, même s'ils sont censés le savoir, puisqu'ils doivent contrôler nos délibérations, mais les interroger spécifiquement sur le sujet. Et s'il y a une difficulté, la faire remonter, parce que, en fait, la vision de la DDFiP
du Maine-et-Loire n'est pas conforme à la vision de la DGCL et n'est pas conforme à la vision de l'AMF. Donc, moi, je suis assez confiant. Alors, sur les contrôles de la Chambre régionale des comptes, c'est évident que on va tous y avoir droit, enfin, pour les communes nouvelles, parce qu'ils ont besoin d'un retour d'expérience. Bon, nous faisons aussi, nous, l'objet d'un contrôle en ce moment. Bon, voilà. On doit être en Maine-et-Loire, on doit être rendu à la 6e ou 7e commune nouvelle qui fait l'objet d'un contrôle. Bon, voilà. Vous l'avez eu aussi, bon, très bien. Alors, moi, je voulais rebondir parce qu'il y a un petit phénomène. J'ai été interviewé par un journaliste, je tairai le nom du magazine, qui me dit alors les communes nouvelles, ça se passe pas bien. Je dis ah bon, pourquoi ça se passe pas bien? Ben parce qu'il y a des diffusions. Alors je dis oui, à ma connaissance, il y en a entre 6 et 10 sur 804 et donc bientôt 850 communes nouvelles. Donc c'est quand même assez faible. On travaille, nous, pour qu'il y ait un vrai régime de la diffusion. Parce qu'aujourd'hui, le régime tel qu'il est prévu n'est absolument pas adapté. Absolument pas adapté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil pour des opposants politiques, mais l'intérêt général de la commune n'est absolument pas pris en considération. On a eu quelques cas de diffusion, il y en a eu en Vendée, il y a eu une tentative en Maine-et-Loire qui a échoué parce que le préfet a pris ses responsabilités en disant « moi, je ne vois pas l'intérêt de diffusionner ». Bon, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ça part d'un sondage fait auprès des habitants. Et si vous avez plus de 50% des inscrits, enfin 25% des inscrits, je crois, de mémoire, vous attendez un an, vous représentez une pétition, et si vous avez un niveau 25%, le préfet doit se saisir et proposer éventuellement alors une enquête, et ensuite il prend sa décision. Nous, ce qu'on voudrait au niveau de l'AMF, c'est qu'au lieu de partir sur la Vox Populi qui peut des fois changer le matin et le soir, on voudrait qu'en fait, les personnes qui portent des projets de diffusion déposent un dossier complet avec un rapport détaillé de ce qui ne va pas et des conséquences financières, fiscales et territoriales. Une fois qu'ils auront répondu à ça, après le préfet, il va pouvoir examiner les choses et engager une enquête publique. Donc on essaie de, entre guillemets, de cadrer, parce que le régime tel qu'il existe aujourd'hui, c'est la notion de, vous savez, c'est pas la notion de diffusion, mais diffusion territoriale. C'est lorsqu'une commune appartient à une intercommunalité, elle peut demander à quitter, et dans ce cas-là, enfin c'est une des hypothèses. C'est pas du tout adapté en fait à la commune nouvelle. Donc ne nous laissons pas, si vous voulez, pointer du doigt en disant ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a quelques diffusions. Oui, enfin, 10 sur 850, c'est quand même pas énorme. Et il y a d'autres communes qui arrivent. Alors, votre expérience sur une commune nouvelle difficile, mais qui a bien réussi, c'est un peu intéressant. Si vous voulez, oui. C'est pour encourager les maires qui ont quelques difficultés à continuer. Oui, nous avons fusionné. Nous, la ville-centre, Quillan, est à 3200 habitants et le village avait 200 habitants. Bon, la fusion, nous étions partis à 4 ou 5 communes autour de Quillan et il n'en resta qu'une au bout du chemin. Et parce que le premier adjoint de cette commune était vraiment convaincu qu'il fallait fusionner. Alors donc, au moment de la fusion, nous avons eu pétition 400 signataires il y a 200 votants. Des tags sur les maisons des adjoints, mais des tags vraiment durs, voilà, sur les maisons des adjoints. Donc là, nous avons quand même fait notre job. Et il s'est avéré que 6 mois après, un orage diluvien a ruiné les rues de la commune, la petite commune fusionnée, en creusant la rue principale sur 1 mètre, et ils ont été bien contents de trouver la commune centre avec ses 20 employés d'ateliers qui sont montés dans la nuit pour déjà colmater un peu tout ce qu'il fallait colmater. Et nous avons fait une rue à l'ancienne, parce que c'est un village un peu typique avec une église classée et tout. Donc nous avons fait une rue à l'ancienne pour 100 000 €, alors que ce n'est pas assuré. Vous savez que les voies ne sont pas assurées. Nous avons pu faire une rue à l'ancienne 100 000 € qui est vraiment belle pour le village, que le village n'aurait jamais pu se payer. Alors depuis, on ne parle pas de diffusion. Voilà. Maintenant, j'ai quand même comment dire, bon, le village est éternel, la commune c'est un habillage juridique. Voilà.
Alors par contre, disons, j'entends parler de conseils municipaux, moi je ne suis pas très favorable. Mais par contre, il faut quand même des associations dans ce village. Nous avons une association patrimoniale, elle remplace largement un conseil municipal de la commune fusionnée. Il fait ses propositions, il n'y a aucun problème, sans avoir le formalisme d'un conseil municipal délégué. Voilà. Donc après, nous n'avons que 2 communes, mais sur 23 conseillers qu'on a, il y en a quand même 4 ou 5 du petit village hein, sur la commune fusionnée. Donc ils sont largement représentés au conseil municipal. Mais pour le moment, nous ne sommes que 2. Oui, voilà. En fait, ce que vous évoquez, c'est que le nombre de communes déléguées fait parfois évoluer l'organisation. Autant on peut comprendre qu'à 2 communes regroupées ou fusionnées, bon, on n'a pas besoin de créer des instances de relais. Mais lorsque vous avez beaucoup de communes déléguées, à un moment donné, c'est un peu compliqué. J'ai oublié de préciser, la fusion s'est jouée au conseil municipal de la oui. du village, 5 contre 4. Bon, maintenant, ils vont être beaucoup plus nombreux. Il n'y a pas eu de référendum. Alors, une question. Oui, bonjour. Alors, pardon. Excusez-moi. Allez-y. Ah. Donc, je suis maire d'une petite commune d'à peine 200 habitants. Donc, je suis un peu dans le même schéma que le monsieur qui vient d'intervenir devant. Et je rejoins un petit peu. Bon, j'espère que tout ce qu'il a dit, bon, ça va s'appliquer effectivement chez nous. On doit faire commune nouvelle au 1er janvier 2025. Donc, on est dans les projets. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a heurté. Lorsque quelqu'un, de ce côté-là, je crois, quelqu'un a dit la grande commune et la petite commune a été absorbée. Là, ça m'a fait mal aux oreilles. Et heureusement que le collectif Vox Populi, qui s'est mis en place dans ma petite commune, n'était pas là pour entendre ça, parce que je crois que là, ils auraient réagi. Oui, voilà, donc ce que je viens d'entendre m'a rassuré un petit peu. Bon, je suis une pro commune nouvelle, mais... des propos comme ça fait mal, c'est vrai. Oui, il faut qu'on fasse attention sur la terminologie qu'on utilise. Moi, je ne parle jamais de fusion, parce que quand on parle de fusion, on parle d'absorption. On parle d'union. Union ou regroupement. Voilà. Ou regroupement. Ouais. Bon, voilà. Et bon, c'est vrai qu'on parle des fois de petites communes et une grande commune. Ça peut s'entendre, parce que la commune reste une commune. Mais l'idée, c'est surtout, moi, je dis, pour résumer la situation de Beaugency-en-Anjou, c'est une commune de 12 000 habitants, mais qui compte 15 villages. Voilà, et on fait vivre notre village. Chaque village doit... C'est vraiment un challenge qu'on doit relever. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire vivre chaque village. Parce que si on fait une commune nouvelle, c'est pas pour éteindre un village. Parce que sinon, ils s'éteignent tout seuls, si vous voulez, quand il n'y a plus de moyens. Si on fait des communes nouvelles, c'est pour maintenir la vie et c'est pour maintenir le service public dans chaque village. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire. Et il y a des exemples, beaucoup d'exemples. Sans des communes nouvelles, vous n'auriez plus d'écoles, vous n'auriez plus de villages et peut-être qu'il n'y aurait plus de médecins parce qu'il n'y a pas les moyens pour avoir des locaux suffisamment adaptés. Donc, il faut vraiment bien dire que la commune nouvelle, ça valorise le village et ça le fait vivre. Ouais, j'essaie de rassurer, effectivement. On est aussi la plus petite commune de la communauté de communes de 52 000 habitants, donc nous sommes à peine 200. Et là, j'insiste justement toujours en disant qu'on est la plus petite commune, mais on a toujours été entendu et on a toujours apporté notre voix aussi. Donc, c'est une manière de rassurer aussi. Votre regroupement est de combien de communes ? Deux communes, une de 3 150 et une d'à peine 200. Ah oui, ça va commencer à être une taille significative. Voilà. Alors je crois qu'il y a le monsieur, je suis désolé, on a la lumière dans les Bonjour. yeux. Oui. David Lebouvier, maire de la commune nouvelle de Rive-du-Couesnon, entre Rennes et Fougères, en Ille-et-Vilaine, membre de Fougères Agglomération. Juste un témoignage sur le nombre de conseils municipaux, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui on est 27, on va repasser à 23. Et ça va être juste pour la petite commune, la plus petite, pour assister aux commissions. On a une dizaine de commissions, effectivement, et la représentativité est assez compliquée. Un point sur la liste d'adjoints, on doit respecter la parité. J'ai eu le départ d'un maire délégué et pour remplacer le
remplaçant en tant qu'adjoint, il faut remplacer la parité. C'est une contrainte qui est vraiment bloquante, parce que quand on a une personne fléchée et qu'on ne peut pas la mettre parce qu'elle n'a pas le bon sexe, c'est dommage. Donc ça, s'il y avait une petite largesse, ça pourrait être utile. Et puis peut-être un témoignage. Nous, on a fusionné, enfin pas fusionné, on s'est réunis en 2020. Après 5 ans, je peux dire que c'est la gestion des ressources humaines qui est quelque chose de fondamental. On arrive bientôt à 50 agents pour 3000 habitants. Et c'est vraiment un travail du quotidien. Et voilà, témoigner qu'on a augmenté les services d'au moins 40%. Et voilà, il faut le savoir, il faut l'anticiper. Oui. Alors, pour régler votre problème de parité, il y a une petite astuce. En fait, ça peut être la parité n'existe pas chez les maires délégués, pour l'instant. Donc ça peut des fois être une solution pour pallier. Alors, il est maire délégué et adjoint d'eux. Mais ça peut être une difficulté. Mais bon, on y arrive. Moi, je pense que pour la réduction, honnêtement, quand vous êtes sur des formats comme le vôtre, avec un nombre important de communes déléguées, il faut trouver des relais dans chaque commune déléguée. Parce que sinon, c'est très compliqué. Et la réduction, moi, je pense qu'il faut qu'on se prépare à une réduction. Peut-être qu'elle n'aura pas lieu. Peut-être qu'elle n'aura pas lieu. Mais il faut se préparer à une réduction pour pouvoir effectivement avoir des relais dans chaque commune déléguée. Alors, il y avait une question de ma voisine. Ah, pardon. Oui, pardon. Philippe Emeraude, maire de Relainville, commune nouvelle au 1er janvier 2025. Donc moi, c'est un témoignage qui va rejoindre l'intervention de monsieur et l'intervention de madame, puisque la commune nouvelle, c'est 2 communes. Le centre-bourg, 7000 habitants, et la commune dont je suis maire, 315 habitants. Voilà. Donc on a une grosse opposition sur la commune de Relainville. D'ailleurs, certains ont pu voir les reportages télé à la télévision nationale, puisque TF1 s'est déplacé et autres, la réunion publique, où c'était catastrophique. Catastrophique l'attitude des opposants à la commune nouvelle, qui sont malheureusement avec des idées politiques très extrêmes, pour ne pas dire complètement. Mais je peux vous encourager tout le monde à continuer, parce que c'est encourageant, c'est dur, c'est vrai, parce que c'est très dur de faire face, vous, les proches, la famille et autres, aux insultes, aux injures, à tout ce qu'on a pu rencontrer. J'ai déposé 3 fois plainte, parce que c'était au-delà de ce qui est entendable. Encore cette semaine, je vais y aller, parce que encore cette semaine, je fais l'objet d'injures sur Facebook, sur les réseaux sociaux, puisque là, ils sont très forts sur les réseaux sociaux. Et puis, ce que je voudrais dire, être attentif dans les mots qu'on utilise, parce que les opposants les récupèrent immédiatement. Fusion, absorption, la petite commune, la grosse commune qui mange l'autre, le loup et autres. Ça, c'est quelque chose où je vous encourage tous à être très attentifs. C'est la construction d'une commune nouvelle. Comme le disait monsieur, le village restera le village. Moi, c'est ce que je me bats, je me défends. D'autant plus que nous, Relainville, on a un village fort, puisque nous sommes 4 fleurs au label Ville et Village Fleuri. Nous avons un titre, on a eu des titres nationaux, on a eu des titres départementaux régulièrement, et donc on le met en avant. Mais tout ça, on va le conserver. Tout ça, on le conservera sans problème, puisqu'on aura du monde associatif derrière qui va défendre cette identité. Parce que l'identité, elle restera. D'ailleurs, la construction de cette commune nouvelle, on va s'appeler Neufchâteau, puisque ça sera le titre de la commune nouvelle, mais Relainville sera Relainville commune de Neufchâteau. Donc l'identité va rester. Voilà. Alors c'est le témoignage que je voulais apporter, et je vous invite tous à persévérer. Parce que nous, la commune, elle est constituée, on a l'arrêté préfectoral, c'est fait. Alors on est attaqué, hein, les opposants ont fait un recours gracieux, mais bon, ça, s'ils veulent, hein, s'ils veulent, moi je suis prêt, de toute manière. Vous savez, j'irai jusqu'au bout, je suis un jusqu'au boutiste. Il n'y a pas de souci. Il faut surtout pas se décourager. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Et le vote du Conseil, nous sommes plus que 10, c'était 8 pour, 2 contre. Ouais. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsqu'on a créé la première commune nouvelle sur Beaugency-en-Anjou, j'avais un opposant dans une commune qui était vraiment un opposant, qui disait que tout allait disparaître. Aujourd'hui, c'est le plus fervent défenseur de la commune nouvelle, et son gendre est devenu maire délégué. Et il trouve que c'est formidable. Donc il y a plein de raisons d'espérer, si vous voulez. Donc, et maintenant, quand je le croise, il me dit non, mais
oui, alors la commune nouvelle, c'est quand même bien. On fait plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire. J'aurais bien aimé, c'était en 2013 que vous ayez. Ah, mais si, les gens oublient. Donc, et puis les habitants, c'est les habitants qu'il faut mettre avec vous. Les habitants, ce qu'ils vont regarder, c'est les services. On avait fait, nous, un petit sondage en disant c'est quoi la commune nouvelle? Parce que c'était un peu compliqué comme question. Les gens nous ont dit c'est plus de services. Si vous travaillez sur les services, votre exemple en cas d'intempérie, etc., les gens comprennent, ils voient bien que la neige, quand il y a de la neige avant, ils ne voyaient jamais passer une lame pour enlever la neige. Maintenant, ils voient passer une lame parce que voilà, ils se disent il y a des moyens. Donc tout ça, c'est là-dessus qu'il faut capitaliser, mettre en avant les atouts et puis rappeler que chaque village continue à vivre. C'est vraiment essentiel et que c'est un moyen pour le village de prendre racine. Oui, les comités des fêtes, les sociétés que vous pouvez avoir. Voilà. Adrien. Oui, merci Philippe. Je reprends la parole. Pas longtemps. Question stratégique et politique. Dans un conseil municipal, une commune nouvelle, c'est une commune comme une autre. Donc, avec des conseils, éventuellement des maires délégués et éventuellement des conseils délégués. Donc moi, quand on a créé la commune nouvelle, j'étais resté maire délégué jusqu'en 2020. Donc les 13 autres maires qui étaient devenus maires délégués, je les avais tous nommés adjoints. Leur indemnité avait été légèrement augmentée parce qu'on n'avait pu se le permettre. Mais au départ, j'aurais annoncé entre Noël et l'an que ça n'allait pas être le cas. Donc il y en a certains qui ont passé une mauvaise fête de fin d'année, mais bon, peu importe. En 2020, il y a eu 14 maires délégués pour mes 14 communes déléguées et je suis resté maire de la commune nouvelle sans être maire délégué. Mais les adjoints sont choisis sont élus par le conseil municipal, mais sont choisis par le maire. Les maires délégués, c'est la même chose. Ils sont choisis et votés uninominalement par le conseil municipal, mais choisis et fléchés par le maire, par celui qui constitue la liste. Bon, quelquefois, un maire délégué s'impose. Hein, j'en ai un, moi, il est là depuis 1995. Et puis, il y en a d'autres, on est un peu les tirés par la manche. Et ils ont un statut particulier, ces maires délégués, c'est que le maire ne peut pas, s'il a un problème avec, il fait avec. Un adjoint, on peut lui retirer ses délégations. Ça m'est arrivé de le faire. Mais un maire délégué, on ne peut pas. Et alors, moi j'ai eu quelques remous, ça s'est bien passé, c'est rentré dans l'ordre. C'est des gens qui devraient poursuivre et continuer. Mais c'est vrai qu'on avait échangé là-dessus. Est-ce qu'on ne peut pas faire adjoint de quartier ou est-ce qu'on ne peut pas faire conseiller délégué en lui donnant les mêmes délégations qu'un maire délégué? À ce moment-là, il perdra peut-être le titre de maire délégué. Ou alors, il garde le titre de maire délégué, mais c'est maire délégué qui a reçu des délégations du maire et qui n'a pas été élu par le conseil municipal. Alors on est forcément très attentif à cette question-là parce que ce n'est pas la première fois qu'elle est levée et qu'on n'est jamais à l'abri effectivement d'une rupture à la solidarité en quelque sorte. Pour l'instant, ça fait partie de nos propositions, c'est-à-dire que de la même manière que les adjoints peuvent être révoqués, il faut que les maires délégués puissent l'être. Après, c'est comment on s'y prend. C'est-à-dire qu'on voit que dans bon nombre de communes nouvelles avec plusieurs communes déléguées, souvent on s'attache à ce que le maire délégué soit également adjoint, ce qui permet de mieux assurer le dispositif. Actuellement, bien évidemment, un adjoint peut se voir retirer sa délégation et en même temps, il reste maire délégué, on ne peut rien faire. Donc dans nos propositions, on souhaite que ça soit le même régime. Voilà, ça c'est l'objectif. Après, il faut trouver les voies et moyens juridiques pour le faire. Est-ce qu'il faut maintenir l'élection uninominale? C'est une question. Est-ce qu'au contraire, on doit dire on emporte l'ensemble au moment où on vote les adjoints, c'est par liste paritaire, et à ce moment-là, il faut flécher les maires délégués dedans? C'est aussi une deuxième question. Voilà, il faut y penser. Mais cette question qui consiste à dire qu'un adjoint, il est subordonné à son maire parce qu'il reçoit une délégation, le maire délégué, il porte le nom, il doit recevoir la même délégation. Et cette délégation, toute délégation doit être révocable. C'est le principe d'une délégation. Puisque, en plus, elle s'exerce sous la responsabilité du maire. Donc on imagine dans le cas de conflit ce que ça peut donner. Donc voilà, on va essayer de pousser ça. Oui, parce que dans mon cas, il y a 14 communes déléguées, mais je n'ai le droit par la strate démographique, a priori, de n'avoir que 8 adjoints.
Et pour répondre à mon collègue de gauche, quand moi aussi j'ai un adjoint qui a démissionné, mais de son plein gré évidemment, et c'était un homme, j'ai été obligé de le remplacer pour un homme, alors qu'il y avait une femme qui, voilà. J'ai partagé la délégation en deux, et lui il était adjoint avec une indemnité plus faible que celui qui l'a remplacé. En revanche, la femme, je l'ai nommée conseillère déléguée, et ils se sont partagés les tâches. Donc on peut jouer avec les conseillers délégués. Mais c'est le problème quand la strate démographique impose un nombre restreint d'adjoints, mais qu'en même temps on a beaucoup de communes déléguées, et a priori on ne peut pas mettre adjoints tous les maires délégués. Enfin, ils le sont de fait, mais ils sont élus par le conseil et ils sont intouchables quelque part. Le LUD. Adrien prend beaucoup la parole, mais bonjour à tous et à toutes. Moi, je voulais juste, par rapport à l'intervention de la dame du fond là-bas, donner un côté un peu positif. Là, on est très technique, évidemment, dans la gestion politique. Donc moi, la commune du Lude est une commune nouvelle depuis 2018. La ville du Lude a 4000 habitants et la ville de Dissay-sous-le-Lude avait 450 habitants. Voilà, donc on peut parler d'une grosse et d'une petite. Nous, en tout cas, on parle d'une commune nouvelle où on s'est marié, on n'a pas fusionné, on s'est marié. Moi, simplement, ce que je voulais dire, c'est que quand on fait une commune nouvelle, on fait, comme tout acte politique, d'ailleurs, on le fait pour le collectif. Une des difficultés parfois, c'est d'avoir des élus qui sont un peu individuels. Et mon exemple, c'est que le maire de la commune de Dissay-sous-le-Lude, qui a œuvré pour la commune nouvelle, n'a pas été réélu. Et donc aujourd'hui, il œuvre contre la commune nouvelle. Alors c'est lui qui l'a créée en fait, mais aujourd'hui, il dit que c'est pas bien. Voilà, pour pouvoir réexister sans aucun doute. Moi, je suis d'accord avec toi. En tout cas, je pense que la meilleure façon, c'est de prouver aux habitants qu'il y a des services. Moi, avant, il y avait un agent municipal qui coupait l'herbe. Aujourd'hui, ils arrivent à 12, puisque sur ma commune nouvelle, nous sommes 70 agents. Donc évidemment, quand le service technique arrive, c'est un vrai service et c'est pas juste une personne. Donc c'est comme ça qu'on montre à la population, en tout cas, que c'est important. On a sauvé l'école, on a investi plus de 100 000 € dans l'école, ce qui n'aurait jamais pu être possible à l'époque. Donc c'est comme ça qu'on a montré que ça fonctionne. On a toujours des gens qui vont se positionner un peu contre, mais globalement, en tout cas, moi, c'est beaucoup plus calme. Voilà, j'ai l'ancien maire qui râle, mais globalement, ça se passe plutôt bien. C'était juste pour avoir un aspect positif depuis 2018 quand même, donc ça commence à faire un petit moment. Voilà. Une autre question derrière, non? Non. Voilà. Oui, donc une autre, donc Tikran Zakiosian, maire de Montréal et Orvan, Sud Seine-et-Marne. Moi, je voulais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites, et notamment ce que vous disiez sur les services et la question des moyens. Parce que nous, on est donc 13 000 habitants. J'ai 3 communes plutôt urbaines et 2 villages, comme je disais tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure. La question, c'est que pour garantir la cohésion de ce territoire, à laquelle on est très attaché, effectivement, la question des services est fondamentale. Alors, on a tout fait, malgré le fait qu'on était peu d'élus, peu de personnes, etc. On a fait des comités citoyens, on essaye effectivement de garantir cette proximité. Mais malgré tout, voilà, on fait des permanences, je fais des permanences systématiquement dans les 5 communes, etc., etc. Sauf que les services passent aussi par des moyens. Or, quand on regarde l'état de notre commune hybride, c'est la commune de Seine-et-Marne, de cette strate, qui a le moins de ressources par habitant. Alors qu'on a la superficie la plus étendue, le linéaire de voirie le plus étendu, le patrimoine, puisqu'on est une commune très très patrimoniale sur laquelle on a énormément de choses à faire, etc., etc. Alors on est petite ville de demain, mais quand on regarde les ressources concrètes qui viennent sur le territoire, ils sont quasiment nuls, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et pire que ça, et c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention, c'est que tous les dispositifs classiques qui sont à destination des zones rurales nous ont été enlevés. On ne peut plus y accéder dans la mesure où on est considéré aujourd'hui comme une commune urbaine. Et donc, en fait, là où on essaye de mener énormément de programmes de revitalisation, commerce, artisanat, etc., tous nos commerces et artisanats aujourd'hui ne bénéficient plus de rien parce qu'on est passé de l'autre côté de la frontière, même si on a, nous, des ressources fiscales, une DGF, etc., qui sont parmi les plus faibles de toute la strate, je n'ai rien en face. Donc, moi, je fais tout seul. J'achète des biens que je retape, j'investis, etc., etc. Je suis petite ville de demain. Au bout de 4 ans de négociation, à la fin, j'ai toujours 0 subvention.
et je n'ai toujours pas les dispositifs de la région qui sont pourtant très bien faits. J'ai essayé de défendre au moins à 3 ou 4 reprises le fait qu'on ait ces dispositifs, toujours rien. Là, j'ai un jeune agriculteur qui s'installe sur le territoire, qui veut ouvrir éventuellement une boutique avec un restaurant, etc., et bénéficier des aides aussi dont il devrait disposer. Toujours rien à l'horizon, donc on va encore retourner essayer de négocier avec chaque financeur quelque chose. Mais vraiment, cette situation... Quelle est votre strate de... Nous, on est 10 à 15 000. Enfin, voilà, donc en gros, et comme la communauté de communes... éligible à la DSR. Voilà, la communauté de communes elle-même a basculé dans une strate urbaine. Effectivement, on est dépourvu alors que nos ressources sont loin d'être au beau fixe. Merci. C'est la raison pour laquelle on souhaite défendre un statut particulier. Si j'osais, en fait, la strate, c'est 11 000 habitants, c'est ça, divisé par 5. C'est ça la strate moyenne, en quelque sorte. Sauf à vouloir être une commune ordinaire et ne plus avoir de commune déléguée et dire je m'aligne sur le droit commun. Mais à partir du moment où on n'est pas dans le droit commun, il faut qu'on trouve des dérogations ou au moins une nouvelle façon de compter pour éviter cette paupérisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on est un bon élève et en même temps vous aurez moins de moyens parce que vous avez fait une commune nouvelle. C'est le sujet majeur et il faut le faire entendre. Et l'administration a du mal. Et on avait d'ailleurs un ministre qui avait pour habitude de dire « Ah mais une commune nouvelle, c'est fini par être une nouvelle commune, point barre. C'est-à-dire ordinaire. » Non, ça n'est pas une commune ordinaire. Et encore, la démonstration nous est faite tout de suite. Alors, il ne faut pas hésiter à rencontrer le préfet, la région, etc., sur ce genre de dispositif. Parce que, alors, vous savez tous que Christophe Béchu, qui a été ministre, a porté une loi qui a permis de sanctuariser, entre guillemets, les dotations des communes nouvelles et de faire en sorte qu'elles aient une DSR renforcée, parce que vous aviez certainement la DSU pendant un moment que vous avez perdu, et l'objectif de cette loi, ça a été de renforcer la DSR. Sur les dispositifs liés à la ruralité, etc., je pense qu'il y a toujours des possibilités de faire évoluer les choses. Il faut faire remonter à vos parlementaires et puis faire remonter aussi à l'AMF. On a obtenu des avancées sur ce sujet. Parce que, comme disait Jean-Marc, on a expliqué qu'il faut arrêter de sanctionner les bons élèves, quoi. L'État nous dit qu'il faut faire des économies, on est en pleine actualité, qu'il faut mutualiser, etc. La meilleure façon de mutualiser, c'est la commune nouvelle. Moi, je suis président d'intercommunalité, je peux vous dire que la mutualisation, c'est la commune nouvelle. Ce n'est pas l'interco. L'intercommunalité permet de faire des choses, mais ne permet pas de tout faire. La commune nouvelle permet de tout faire. Donc, il faut continuer à se battre, il faut faire remonter ce genre de difficultés. On a la même chose, par exemple, sur les dossiers de DETR, où avant, on pouvait déposer un dossier par commune. Maintenant, on nous dit, vous en déposez un pour la commune nouvelle. Finalement, les préfets finissent par entendre qu'on peut en déposer plusieurs pour une commune nouvelle. Mais il faut que tout ça, ça infuse. Ça prend du temps, mais il ne faut pas lâcher. Il faut toujours insister pour obtenir, effectivement, qu'on soit reconnu comme une commune un peu particulière, avec un statut un petit peu particulier, mais qu'on ne vienne pas nous sanctionner pour avoir eu cette idée de mutualiser, parce que parfois c'était un petit peu ça. Donc il y a eu des avancées, il y a encore un chemin à parcourir. Bon, je pense que le futur mandat permettra certainement d'aplanir encore les choses, parce qu'on voit bien que l'objectif, ce serait de dépasser à terme 1000 communes nouvelles. On n'en est plus très loin. Il suffit qu'il y ait une poussée là, après 2026 et on y sera sans difficulté. Mais c'est le nombre qui va faire qu'à un moment donné, on va nous prendre en considération. Moi, je suis stupéfait, maintenant un petit peu moins, parce qu'on a quand même des personnes au sein du gouvernement qui entendent, qui connaissent la commune nouvelle. Françoise Gatel a été maire d'une commune nouvelle, donc ça nous aide un peu. On a été auditionné, à l'AMF, au niveau du bureau, on a auditionné M. Worf. On était plusieurs à intervenir en lui parlant de commune nouvelle. J'ai eu vaguement l'impression, si vous voulez, qu'il ne savait pas ce que c'était qu'une commune nouvelle. Alors, il a mis la commune, il a quand même repris un passage, on lui a envoyé un dossier, on a travaillé,
Voilà, la commune nouvelle est citée. Dans le rapport Avignon, la commune nouvelle, elle est énormément citée. Alors, c'est peut-être des rapports qui n'ont pas bonne presse, parce que on va toujours chercher ce qui ne nous convient pas, mais on ne va pas chercher ce qui nous convient. En fait, dans ces deux rapports, on parle de la commune nouvelle. Donc aujourd'hui, on commence. Il y a quelques années, on n'en parlait jamais. On n'en parlait jamais. On se demandait ce que c'était. On confondait avec l'intercommunalité. Mais aujourd'hui, la commune nouvelle existe. Donc je pense que les difficultés que vous rencontrez, c'est dû à la méconnaissance, en fait, du dispositif. Mais bon, il faut garder espoir. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à régler ce genre de difficultés. Oui. Hop. Ah. Je ne vois absolument rien. Donc, allez-y, monsieur. Non, non. Ah bah, très bien. C'est avec les projecteurs, on va revenir vers vous, pas de problème. Oui, bonjour, Galène Cohu, maire de Loire-en-Vallée, dans la Sarthe. Petite commune nouvelle, 2300 habitants, 4 communes qui sont regroupées. Je vais apporter un témoignage sur le nombre d'élus. 2020, c'était le deuxième, c'était le premier mandat commune nouvelle, puisqu'on s'est regroupé en 2017. Eh bien, j'ai pris le nombre d'élus possible et je l'ai divisé par le nombre par nos 4 communes. Bon, on était à 23, évidemment, il y en a un qui n'est pas, parce que bon, c'est mathématique. Mais en fait, ça a été énormément apprécié. Il y avait une commune à 1300 habitants et 3 autres petites communes entre 300 et 400. Et en fait, ça a été énormément apprécié des petites communes et ça a permis, je pense, de faire davantage une fédération et davantage communauté, en fait, quelque part. Bon, voilà, c'était juste un témoignage. Mais ce que je veux dire, et je rejoins complètement, c'est le problème, c'est l'administration qui ne reconnaît pas les communes nouvelles. Alors, nous, Loire-en-Vallée, deuxième commune de la communauté de communes, on est trop petit pour petite ville de demain, on est trop gros pour village d'avenir, donc on n'a plus rien. Ça finit par être un petit peu fatigant. Donc, effectivement, on fait tout seul, là, comme vous. Voilà. Vous avez l'ingénierie du département qui peut vous aider. En Sarthe, ça fonctionne bien. Alors, il y a ça aussi. Oui, quand même. Oui. Mais la Sarthe, enfin, bien. Globalement, je veux dire, c'est voilà. Et puis 2 sujets, très concrets qui posent vraiment des soucis. C'est la reconnaissance par le service des fraudes sur les commerces de tabac, sur les bars tabac. Ils ne veulent pas reconnaître quand un bar tabac doit fermer. On ne peut pas reprendre la licence tabac sous prétexte qu'il y a un autre tabac, même s'il est à 10 km, parce que c'est la même commune. À un moment donné, il faudrait mesurer que c'est la commune nouvelle, enfin qu'on prenne en mesure la commune déléguée pour autoriser la reprise de la licence tabac. Ça c'est honnêtement, c'est concret et ça ne permet pas de dire, vous voyez, la commune nouvelle, ça apporte plus de services. On me dit, vous voyez, si on n'était pas en commune nouvelle, le tabac, on aurait pu garder la licence. Oui, mais il n'y aurait plus personne pour venir consommer du tabac. C'est un vrai sujet. Non, je ne suis pas sûre non plus. Non, mais on a des difficultés sur ce genre de rigueur administrative. On est en France, donc bien évidemment, on a des normes très pesantes. Il ne faut pas hésiter à les faire remonter parce qu'il y a des avancées dans le domaine et on peut faire évoluer la position de l'administration. Maintenant, la problématique que vous avez, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'État veut réduire le nombre de tabac. Je sais bien, mais les douanes sont intransigeantes. Ah oui, c'est compliqué. Et puis, alors un dernier sujet qui vient de m'arriver là, puisque le gouvernement a décidé que les secrétaires de mairie pouvaient passer catégorie B. Et là, comme on a effectivement fédéré 4 communes, j'ai des secrétaires de mairie qui ne sont plus secrétaires de mairie, forcément, et qui m'ont toutes dit, alors j'ai vu débarquer, si on était resté en commune indépendante, on serait tout en catégorie B, et là, on ne va pas y être. Voilà. Est-ce que je ne sais pas s'il peut y avoir une avancée de ce côté-là. Effectivement, je le rétrocède parce que... Ouais. Vous avez raison parce qu'il y a beaucoup de créations de communes nouvelles qui se sont faites avec le concours des collaboratrices qui voulaient non plus rester seules à travailler dans leur mairie, mais à travailler en équipe avec des collègues, à se spécialiser, etc. Donc du coup, elles étaient plutôt favorables, elles permettaient le soutien en tout cas des collaborateurs, des agents. Et là, cette disposition-là, elle va à l'encontre de l'intérêt de la création d'une commune nouvelle vis-à-vis de leur statut. Et je rappelle aussi que la loi fait que si une secrétaire est partagée entre un poste, pour moi la moitié de son temps par exemple, sur la commune nouvelle, et un poste
en secrétaire de mairie, elle peut prétendre devenir secrétaire générale, passer en catégorie B, et si c'est cela, ça s'impose aussi à la commune nouvelle dans un poste, donc son statut l'emportera, quand bien même elle n'exercerait pas des fonctions de secrétaire de mairie. Donc il faut aussi être vigilant pour tous ceux qui ont des collaborateurs partagés avec une commune où la secrétaire est secrétaire de mairie. Donc, et ce que vous soulignez est très juste et je ne sais pas comment on va pouvoir... Enfin voilà, c'est leur dire si vous voulez rester commune secrétaire et devenir secrétaire général, il faut effectivement occuper ce poste-là. On a des profils où les gens veulent travailler seuls, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'avenir, me semble-t-il, y compris pour elle. Alors, il y avait une question devant, je crois. Bonjour, donc Philippe Barré, maire de Saint-Hermine en Vendée. Donc 1er janvier 2025, il va y avoir une commune nouvelle avec Saint-Jean-de-Beugné. Donc Saint-Hermine 3000 habitants, Saint-Jean-de-Beugné donc 700 habitants. Et alors peut-être que vous en avez déjà parlé, hein, peut-être que je me suis... Voilà. J'ai entendu maire délégué et adjoint, mais de fait en fait le maire délégué et adjoint, quelle est la pertinence d'avoir un maire délégué avec une... En étant aussi adjoint, j'ai du mal à comprendre, je pense. Non, c'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, maire délégué, c'est un statut, c'est un maire qui exerce, un maire délégué qui exerce les pouvoirs de maire sur la commune, devoir de police. L'adjoint, il a une compétence totalement transversale sur l'ensemble de la commune nouvelle. À Saint-Hermine, si vous avez un maire délégué, il est maire délégué que de Saint-Hermine. Si il est adjoint, par exemple à la voirie, il exerce sur l'ensemble de votre commune nouvelle. Donc ça peut être pertinent. L'autre intérêt, c'est aussi de faire sauter les cloisonnements, si vous voulez, pour que les adjoints ont une vision transversale des choses. Parfois, les maires délégués ont une vision très silo de la commune nouvelle. Et l'adjoint est décompté du nombre total d'adjoints, parce que par exemple... Oui. Si les maires délégués, non. Si les maires délégués, non. En fait, quand vous constituez votre commune nouvelle, vous mettez des maires délégués, vous pouvez leur affecter une délégation d'adjoints, voirie, etc. Ils ne comptent pas dans le nombre de délégations. Les adjoints, c'est à part. Et l'enveloppe financière, c'est aussi à part. Et bien justement, c'est la deuxième question sur l'enveloppe financière donc pour 2026. Donc, je pars du principe que je suis réélu, tant qu'à faire, je suis optimiste. Donc oui, maire de Saint-Jean-d'Hermine. En l'occurrence, il y a un maire délégué à Saint-Jean-de-Beugné, un maire délégué à Saint-Hermine. Est-ce qu'on peut moduler comme les adjoints l'indemnité? Parce que entre guillemets, la charge pour le maire délégué de Saint-Jean-de-Beugné sera plus importante que pour le maire délégué de Saint-Hermine. Les textes le prévoient, oui. Bon, ben parfait. J'ai les réponses à mes questions. Je vous remercie. De la même manière que une chose peut-être qu'on n'avait pas tous intégrée, c'est qu'un maire délégué peut être maire délégué de plusieurs communes déléguées. Alors, en période transitoire. Mais moi, j'ai vécu les deux périodes. C'est pas toujours facile. Mais par contre, un maire délégué, parce que en 2026, il y aura peut-être des sujets, des petites communes déléguées qui ont peu d'habitants. Mettre un maire délégué par commune déléguée, des fois ça peut être compliqué, mais on a la possibilité, la loi le prévoit, mais c'est vrai que ça saute pas aux yeux quand on lit le texte, mais on peut effectivement avoir un maire délégué un maire délégué pour plusieurs communes déléguées. Oui. Juste si je peux me permettre, sur les indemnités des maires délégués, au même titre que pour les indemnités des maires, c'est le taux max qui s'applique automatiquement. Ça va être au maire délégué de dire je ne souhaite pas le taux maximum pour pouvoir ensuite dispatcher. C'est une précision, mais qui est importante parce que sinon c'est max obligatoirement. D'accord. Voilà. Merci. Excusez-moi, moi je voulais juste rebondir un peu sur les maires délégués. Nous, vous l'avez très bien dit, le maire délégué, finalement, il est officier d'état civil et officier de police judiciaire sur le territoire de sa commune. Chez nous, il a quand même du mal à s'insérer et à avoir une visibilité auprès des habitants. Puisque on travaille sur du projet. Alors nous, on a fait la commune pour faire du projet. Alors peut-être qu'une des différences avec les communes que j'entends parler, nous, on a 2000 habitants, mais on a 25 000 lits touristiques quasiment. C'est-à-dire qu'on passe de 2000 habitants à 20 et quelques mille. On a un domaine skiable qui nous amène beaucoup. Alors avec des communes qui sont centrées sur le domaine skiable et d'autres qui sont un peu à l'extérieur. Donc finalement, dans nos projets, c'est toujours le maire qui arrive. Et les gens, les maires délégués disent « ouais, mais en fait, les habitants ne veulent pas le voir. En fait, ils prennent toujours rendez-vous avec moi. »
Alors des fois, ça squeeze un peu les maires délégués. Et nous, c'est vrai qu'on réfléchissait quand même à dire on va enlever les maires délégués, on va mettre des adjoints spéciaux. Alors il y a le problème de la parité, de manière à ce qu'on puisse leur donner un périmètre beaucoup plus large de fonctions, à la fois au sein de la commune et de la commune déléguée. Et alors, je pense qu'il y a deux philosophies. Nous, l'idée, c'est quand même d'avoir une commune globale. Enfin, c'est pas trop d'avoir 5 communes. C'est-à-dire, ce qu'on voudrait pas, c'est que ce soit finalement que ça soit une communauté de communes. C'est bien une commune qui tourne autour d'un projet avec plusieurs projets. Et du coup, je vous dis, les maires délégués, de temps en temps, ils me disent ouais, mais moi je vais voir l'habitant. Non, en fait, il ne veut pas me recevoir. Moi, je m'astreins toujours, quand on me demande un rendez-vous, de dire je le prends avec le maire délégué. Mais voilà. Enfin bon, il y a quand même quelque chose là qui est... Le statut de maire délégué est un statut un peu particulier dans la loi et en pratique. C'est vrai que parfois le maire délégué, il a un peu de mal à trouver sa place, il faut l'admettre. Après, le maire délégué, il a un rôle important quand c'est possible. Dans le lien avec les habitants. Alors, il n'y a pas que le pouvoir de police, il n'y a pas que l'officier d'état civil, mais le lien avec les habitants, c'est le maire délégué. Après, quand ça dépasse, quand c'est une question qui concerne plus la commune nouvelle, effectivement, il vient voir le maire de la commune nouvelle. Après, c'est un problème d'équilibre, et puis c'est aussi selon les besoins du territoire. Nous, on organise tous les lundis soirs, on a une réunion de municipalité, on a les maires délégués, les adjoints qui sont là. Parfois, les adjoints ont tendance à dire les maires délégués, il n'y en a que pour eux, et puis des fois, c'est l'inverse. On astreint en fait à cette réunion commune où chacun porte ses sujets, ses questions. La commune nouvelle, ça ne se décrète pas, si vous voulez, ça se construit petit à petit et ça s'adapte aux réalités du territoire. Vous avez employé le terme d'adjoint spécial. Attention, on a un choix qui est à faire. Soit on dit, on a décidé de se mettre ensemble, de se marier, de s'unir, de fusionner. Et là, soit on va passer en commune ordinaire, on fusionne tout et il n'y a plus de sujet. Soit on considère que la particularité de la commune nouvelle, c'est d'être constituée de communes historiques auxquelles on donne le statut de commune déléguée. Et ça oblige le maire délégué. On n'a pas d'autre solution que d'avoir un maire délégué. Pas obligé d'avoir un conseil délégué, mais on est obligé d'avoir un maire délégué. Et qui est le représentant de l'État pour l'état civil, vous l'avez dit, etc., dans la commune, le représentant de l'État, d'une part, et qui ensuite peut avoir, par délégation du maire, des responsabilités sur la gestion de ce qu'on veut, au regard d'une gestion transverse qui se fait à l'échelle de la commune. Et ça, c'est à chacun de l'inventer. Et de construire, comme vous l'avez si bien dit, moi, c'est pareil, je fais tous les rendez-vous avec les citoyens, je les fais avec le maire délégué concerné. Au lieu de faire ça seul, on le fait à deux. Et une commune nouvelle, c'est une commune, je dis souvent singulièrement plurielle, c'est-à-dire qu'on doit travailler dans le collectif, on travaille à plusieurs. Vous l'avez dit, c'est ton projet. Ça ne se conduit pas de la même manière que je fais ça tout seul parce que je suis le maire. Non, me semble-t-il. Sinon, on va face à des ennuis, parce que ça reste malgré tout très fragile. Donc, vis-à-vis de la population, on parlait des services tout à l'heure, on doit donner de la confiance sur la capacité à faire ensemble. Et c'est pour ça que la question de la délégation du maire qui se met en travers, du maire délégué qui se met en travers, elle est extrêmement importante. Parce qu'on doit garder de la cohésion. Et on a été élu sur une seule liste, sur un projet politique, sur une gouvernance, sur une manière de faire. Et il faut être extrêmement attentif à cette manière de faire et au vocabulaire, c'était dit tout à l'heure, au vocabulaire employé. C'est tout à fait essentiel. Parce que tout ça est fragile, on le sait bien. Je veux quand même juste clarifier un point, excusez-moi, je redis bien dans le sens de ce que vient de dire M. Vasse. Il n'y a pas de commune déléguée sans maire délégué. Je le redis très clairement. Et s'il ne doit pas y avoir de maire délégué, il faut supprimer la commune déléguée. Voilà, je préfère, pour que ce soit très clair, aujourd'hui l'état du droit, c'est celui-ci. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jérôme Neveu, je suis maire de la commune nouvelle de Jaunet-Marigny, dans le département de la Vienne, né de l'union de Jaunet-Clan, commune périurbaine, commune du Futuroscope, et Marigny-Brisée, commune rurale viticole. Donc là, c'est le maire de la commune rurale qui est venu voir le maire de la commune périurbaine, puisque l'union de nos communes s'est faite au moment de la fusion intercommunale à 200 000 habitants, une communauté urbaine, Grand Poitiers. Et donc le maire de Marigny-Brisée était un peu anxieux
et avait peur de ne pas peser dans cette grande intercommunalité. Ça s'est fait sur un bassin de vie, je crois, un bassin de vie vécu, c'est important. Et autour d'un projet de territoire, justement autour de la vigne et du vin, quelque chose qui a bien plu aux habitants et qui permettait effectivement de prolonger la vie de notre commune. Deux choses, et je rebondis sur ce qui a été dit notamment sur le fait que notre commune nouvelle, donc 8000 habitants, ne rentre dans aucun dispositif, c'est vrai. Donc là il y a vraiment un angle mort. Et il y a des dispositifs Village d'avenir, donc Marigny-Brisay aurait pu peut-être en bénéficier, ça n'a pas été le cas. Nous, on n'est pas petite ville de demain parce que sûrement trop proche de Poitiers. Mais on ne pourrait pas justement créer un dispositif commune nouvelle, puisque sinon on ne rentre jamais dans aucun dispositif qui serait abondé et qui permettrait peut-être de nous aider au niveau des investissements. Ça, c'est la première chose. Non, mais je voulais répondre. Sur cette question-là, le jour où on aura un dispositif dédié, c'est que l'État sera vraiment convaincu qu'il faut le faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. C'est qu'à chaque fois, on est toujours à poser des problèmes parce qu'on n'était pas dans les cases, si vous voulez. Ouais, parce que la bonification était limitée à 3 ans. Alors, on a eu les fonds d'amorçage, etc. On a tout un dispositif. Oui, mais d'avoir une politique dédiée à cela, voilà, il faut être attentif à la capacité à tout gouvernement qui se présenterait à se poser la question de savoir si ça aide. Mais en même temps, il faut garantir la liberté locale, du choix local de faire ensemble. Parce que parfois, on a des préfets, on a vu, en disant on va faire un schéma départemental des communes nouvelles. Hein. Alors ça, ce jour où on fait ça, on casse tout. Hein. Donc il faut que nous, on puisse pousser, parce que la commune nouvelle, il y en a des toutes petites et puis il y en a des très très grosses. Hein. Cherbourg, en Cotentin, Annecy, etc. sont des très grosses communes nouvelles. Donc c'est aussi difficile pour l'État d'avoir une politique, parce qu'il faut l'apprécier à chacune des particularités. C'est compliqué. Ah, c'est ça, en fait, chaque commune nouvelle a sa propre cohérence. Là, il y a du rural et du périurbain. Et effectivement, ma deuxième remarque, c'était sur la loi SRU. Jaunet-Clan était loin des 20%. Et avec l'intégration de Marigny-Brisay, qui n'était pas du tout assujettie à cette loi, on a reperdu 3%. Et là, on est revenu à repayer des amendes, etc., malgré toute notre bonne volonté, et même le contrat de mixité sociale intercommunale qui permet un peu de lisser les choses dans le temps. Mais je trouve qu'on est pénalisé et que ça n'a pas été assez bien pris en compte. Il y avait simplement ces 3 ans. Alors, ce genre de choses, de problématiques, c'est quand même beaucoup à la main des préfets. Si les services de l'État, si le préfet est favorable, parce qu'il y a aussi parfois des préfets qui ne veulent pas s'occuper de la commune nouvelle parce que voilà, ce n'est pas leur sujet. Dans certains cas, il y a quand même des adaptations. Après, nous, on a fait remonter ces difficultés-là. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que ça passe un peu inaperçu, mais on a un dispositif aujourd'hui financier à destination des communes nouvelles. Moi, j'en parle pas beaucoup à mes collègues qui ne sont pas en commune nouvelle. Parce que nous, on a quand même obtenu que nos dotations soient gelées là où elles baissent ailleurs, entre autres. Alors, je voudrais aussi désacraliser le dispositif Petite Ville de demain. Nous, on est Petite Ville de demain. Bon, ça ne nous donne pas plus de subventions. Village d'avenir, même chose. L'intérêt, c'est que ça met de l'ingénierie. C'est ça qui est intéressant. Et puis ça permet au service de l'État de venir discuter autour de la table avec nous un peu plus facilement. Si vous pouvez vous appuyer sur le département, généralement, il y a un service d'ingénierie qui peut vous accompagner. Mais en fait, on a tendance à dire, oui, mais Petite Ville de demain, ça donne des subventions. Non, rien. Ça nous permet de monter des dispositifs, des projets, mais ça n'apporte pas de... Mais la difficulté qui revient à chaque fois, c'est qu'effectivement, en France, on aborde la problématique des collectivités avec des strates. Vous avez tant d'habitants, vous avez droit à telle dotation, vous avez tel dispositif. Il faut qu'on arrive à sortir de ce dispositif pour qu'on prenne en compte en fait la réalité du terrain et de se dire, voilà, vous êtes une commune de 12 000 habitants, ou de 15 000, de 18 000 ou de 6 000, ben vous pouvez être soit une commune urbaine ou rurale. Vous ne perdez pas votre caractère de ruralité. On s'est battu sur les DSU parce que le fait de des dotations de solidarité urbaine, dès lors que vous dépassiez 10 000, vous étiez éligible à la DSU. On avait de la DSR aussi parce qu'on était à l'origine rural. On remplissait tous les critères. On n'était pas nombreux en France à être dans cette situation-là. Bon,
on a eu finalement raison du dispositif. On nous a dit vous ne pouvez pas cumuler. Nous, on n'avait pas fait ça pour cumuler, on avait fait ça parce qu'on avait un vrai projet de territoire. Bon. Maintenant, on a un dispositif aujourd'hui qui est quand même assez intéressant en matière de dotation. Amorçage, Madame Georges, vous pouvez peut-être en parler un peu. Je partage totalement ce que vous dites, Monsieur Vasse et Monsieur Chalopin. D'une part, il est vrai que l'État s'y intéresse de loin au sujet des communes nouvelles, et c'est pour ça qu'il a une difficulté. D'ailleurs, il est en porte-à-faux avec l'intercommunalité dans ses façons d'approcher la commune nouvelle. Donc, il a du mal à se positionner, il faut être clair. Et on a du mal à faire avancer un certain nombre de sujets, mais au fil du temps. Et on ne lâche pas le combat. Je vous dis vraiment que l'AMF est au combat sur tous les sujets qui concernent les communes nouvelles pour mettre de la souplesse et adapter les dispositions nationales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous dire que l'année dernière, quand même, on a obtenu... Et c'est passé un peu inaperçu, mais on a obtenu la création d'une dotation des communes nouvelles. Cette dotation, elle vous permet, pour tous ceux qui vont se créer là pour 2025, d'avoir un bonus sur 3 ans, un bonus au démarrage, qu'on a appelé avant le fonds d'amorçage, et 2, d'avoir la garantie pérenne, sans délai, que vous n'aurez pas une DGF inférieure à ce que représentait l'ensemble de la DGF de vos communes regroupées. C'est quand même, dans la période qui s'annonce, un bon signal. Et ce signal a été donné l'année dernière dans la loi de finances. C'est pour ça qu'on arrive à force. Et comme vous dites, plus il y en aura et plus on fera la démonstration que c'est indispensable qu'il y ait des dispositions, tant financières que sur l'ensemble des politiques publiques adaptées. Voilà, je veux juste quand même dire que... Oui, oui. Peut-être pour terminer... Ceux qui ont perdu de la DGF mesurent ce que ça représente. Oui, oui. Peut-être pour terminer, rappeler quand même le processus, mais que beaucoup d'entre vous ont déjà engagé. C'est-à-dire que la commune nouvelle, c'est avant tout un projet de territoire. Et dans un territoire, on intègre tout le monde. Et on a des projets qu'on réalise. Et la somme des projets réalisés est souvent de très très loin supérieure aux projets pris individuellement qu'on aurait pu faire. Donc, faisons bien un projet de territoire qui déclinait ensuite. Et puis les habitants, à un moment donné, on est quelques-uns à avoir un peu je dirais, d'expérience, de retour d'expérience. Nous, on est rendu à 10 ans de communes nouvelles. Je peux vous dire que c'est même plus un sujet. C'est même plus un sujet. Personne ne me pose la question de dire, finalement, ça sert à quoi? Les gens, ils ont vu. Ils ont vu qu'ils avaient le même accès aux mêmes services culturels, les écoles, etc. Donc tout ça, il faut prendre la commune nouvelle. L'autre jour, au niveau du comité de réflexion, on disait il faut prendre du temps. Mais comme une commune. Il faut du temps pour mettre en place des dispositifs pour que ça fonctionne bien. Mais ceux qui font le choix, alors c'est parfois des choix très courageux, des choix des fois un peu difficiles. Mais vous savez, quand on est élu, on a l'habitude de faire des choix, sinon on fait autre chose. Hein. On s'inscrit au club de bridge, et j'ai rien contre le bridge, mais enfin, on est moins exposé en faisant du bridge. Bon, voilà, à partir du moment où on s'engage dans une commune nouvelle, c'est vrai que ça bouscule les choses, ça bouscule les habitudes. Et puis au bout du compte, quand on fait le calcul et quand on regarde le chemin qu'on a parcouru, je peux vous dire que le chemin, il est très très positif. Donc il faut pas lâcher, il faut en parler autour de vous, pour qu'on ait de plus en plus de communes nouvelles, parce qu'on pesera beaucoup plus si on représente 1000, 1500 communes. Oui. Dernière question, peut-être? S'il vous plaît. Je suis le maire d'une commune nouvelle qui s'appelle Gouffern-en-Auge, dans le département de l'Orne. On est la plus vaste, à peu près 172 km², et on frise les 4000 habitants. On est typiquement ultra-rural. Et justement, et on ne regrette rien, je peux vous dire, hein, parce qu'on s'est créé en commune nouvelle, parce que sinon on ne pesait que des miettes au sein d'une très vaste intercommunalité. Et donc cet équilibre, je pense qu'il est très important à avoir en tête. Alors ensuite, on a par contre un handicap qu'on ne soupçonnait pas et que je voulais vous citer. Comme c'est une commune qui est très étendue, elle a cette particularité qui n'est pas si fréquente, c'est qu'elle n'a pas de centre. Dans notre coin, nous avons d'autres communes nouvelles qui ont un centre. Et puis, vous avez tout autour une demi-douzaine de villages qui se mettent autour de ce centre. Nous, il n'y en a pas.
Il y a un centre, mais il ne fait pas partie de la commune nouvelle, c'est le Haras du Pin. Il est bien connu, mais il a fait sécession, lui. Bon, donc, il est en dehors, et de toute façon, c'est un microscopique village. Donc, il n'y a pas de centre, au centre où on peut l'entendre. Et pourtant, on a la nécessité, depuis... donc, cette commune a été créée en 1977. On a toute une série d'actions en cours, de projets en cours, et on est terriblement pénalisé par rapport aux autres, les plus grosses communes nouvelles du département. On s'est rendu compte que les charges de centralité à ce titre n'existaient pas chez nous, quasiment, alors qu'elles existent de façon massive pour ceux qui ont le gros village au milieu. Alors, il peut y avoir une raison précise, par exemple, s'il y a un collège, ça se comprend, qui est une spécificité. Pour le reste, moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui justifie un pareil écart entre nous, puisque quand même, les fonctions qu'on doit assumer sont les mêmes, gros centre ou pas gros centre. C'est pas une mauvaise question. Mais qu'en pensez-vous et que faut-il faire? Généralement, les charges de centralité, elles ne sont pas assez compensées. Donc, quand on n'en a pas, du coup, on devrait dire que c'est tout bénéfice pour les recettes. En fait, elles existent quand même, mais elles sont diluées et elles sont invisibles. C'est ce que vous essayez de nous dire. Donc, ça mérite quand même qu'on regarde ça. Comment on peut rectifier? Je ne le vois pas a priori comme ça, hein, d'emblée. Je n'ai pas d'inspiration au-delà de la boutade que je vous ai faite. Mais c'est un cas... c'est un cas qui peut se reproduire dans d'autres communes nouvelles, notamment en régions peu peuplées. Et c'est sûr que ça mérite. C'est une création particulière, puisque les communes nouvelles, généralement, elles s'agrègent autour d'un centre. Oui, c'est pas toujours le cas. Et on constate effectivement que dans votre situation, oui, il y a des questionnements. Il y a des questionnements. Moi, en Maine-et-Loire, on a Loire-Othion. Loire-Othion, qui est une belle commune nouvelle, mais qui n'a pas de centralité parce que c'est des communes quasiment de même strate. Donc c'est vrai que c'est une démarche particulière, c'est aussi une approche particulière, hein, parce qu'il faut arriver à faire une commune autour d'un ensemble de communes, quoi. Alors que quand vous avez une commune centre avec plus d'habitants, c'est des fois un petit peu plus facile de fédérer autour du centre, en fait. Mais oui, c'est un sujet. Mais Loire-Othion s'en sort bien. Pour le coup, il n'y a eu aucune absorption. Non, mais vous savez, par exemple, quand on a eu les agences France Service, qui ont, entre parenthèses, changé la vie des habitants, ça c'est vraiment une des plus belles réussites des dernières années, on a mis 3 pôles. Parce qu'on est tellement vaste, il faut que ce soit le plus près possible des gens quand même. Donc, alors, au lieu d'avoir des permanences une fois tous les 15 jours, et quand il y avait des jours fériés, ça foutait tout le calendrier en l'air, donc on a désormais dans 3 pôles, tous les jours, c'est ouvert matin, et après-midi et soir. Et donc, du coup, ça a changé la vie des gens. Mais on a fait 3 pôles. Et par contre, on va avoir une gendarmerie, un pôle santé, un centre de secours dans 2 villages qui se sont associés dans notre affaire. Et qui, en fait, peuvent devenir un peu le centre. Et là, je me dis, il faut que je me batte pour avoir la centralité, parce qu'on va avoir quand même véritablement un primus inter pares lié au fait que 2 de ces petites communes, qui font chacune à peu près 400 habitants, ça va faire près de 1000 habitants, là, on tient peut-être un morceau du morceau. Ah oui. Mais je ne sais même pas comment et à quel titre je peux demander qu'on réexamine notre affaire. Mais ça veut dire qu'il ne faut jamais négliger l'histoire, on le sait, mais non plus la géographie et le comportement des habitants sur le territoire. Ça, c'est extrêmement important. Mais bien évidemment, si vous décidez de l'implantation d'un équipement public comme une gendarmerie à tel endroit, ça va modifier le comportement des habitants sur le territoire. Parce que quand ils iront à la gendarmerie, ils iront là et pas ailleurs. Il faut regarder les voies aussi, c'est intéressant. Et ce sont des choses dont on n'avait pas du tout conscience quand on a créé la commune nouvelle. C'est ça que je veux dire, c'est que le développement d'un projet fait apparaître tout d'un coup Mais je vous rassure, je pense que personne dans la salle n'avait prévu tout ce qui s'est passé en se regroupant, parce qu'on découvre des choses, mais c'est ça aussi la belle aventure. Parce que voilà, ça vit, et puis on découvre des opportunités, on découvre aussi des fois des choses cachées. On se dit, ah bah tiens, ça c'est un petit peu moins bien. Enfin, globalement, je pense qu'il faut retenir que le projet est très largement positif. Voilà, je crois qu'on va devoir libérer la salle, sauf erreur de ma part. En tout cas, Jean-Marc, moi-même, Madame Roussel, Madame Georges, Monsieur Huot, qui est présent aussi, sont à votre disposition. N'hésitez pas à nous faire remonter ce qui fonctionne, d'accord,
ce qui fonctionne un peu moins bien et ce qui pourrait être traité. Voilà. Merci, bonne journée à vous. Bon congrès.